Reporter, c'est parti pour aujourd'hui pour un nouveau numéro. Et qui dit un nouveau numéro, dit un nouveau site. Nous sommes à la Foire internationale de Kinshasa. Et cette année, le thème retenu est petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries comme moteur de développement. Nous sommes encore et toujours avec notre invité, le professeur Robert Muigabila, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Excellence, ma première question, c'est déjà de savoir... nos reporters sont partis sur place au niveau de la cité du fleuve, qui se trouve être un chef-d'œuvre de l'État congolais. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a des gens qui construisent juste à l'entrée. Qu'en pensez-vous en tant que ministre des Affaires foncières? Bien, merci beaucoup. Il faut que d'ailleurs nous puissions faire une descente sur ces sites pour expliquer et réexpliquer encore qu'on ne peut construire que là où l'administration des affaires foncières vous indique de construire. La Cité du Fleuve, c'est un projet effectivement très ambitieux et qui contribue à l'embellissement de la ville de Kinshasa, à la modernité, n'est-ce pas, de la ville de Kinshasa. Il faudrait rappeler que pour que les promoteurs puissent s'installer là-bas, il a fallu qu'il y ait de signatures d'accord entre les promoteurs et le gouvernement de la République représenté par différents ministères. En ce qui concerne les affaires foncières, nous avons effectivement délimité les espaces constructibles qui représentent à peu près 300 hectares. Tout le reste, ce sont des sites non édificants, c'est-à-dire des sites sur lesquels on ne peut pas construire, parce qu'il s'agit de marécage. Le promoteur de la Cité du Fleuve lui-même, pour construire, il a d'abord un travail d'aménagement qu'il fait. Il a des dragues qui prennent du sable, qui en fait vient en superposition aux surfaces que nous avons estimées constructibles pour élever les niveaux par rapport au niveau du fleuve, n'est-ce pas? De telle sorte que les immeubles qui sont construits là-bas ne soient pas au même niveau que le fleuve et donc qu'ils ne soient pas en danger. Je voudrais donc rappeler à tous ceux qui, justement parce qu'ils sentent maintenant que la Cité du Fleuve se développe et que qui sont tentés par aller faire des constructions. Il s'agit de constructions anarchiques. Et ils savent, nos concitoyens savent maintenant quel est le sort de construction anarchique. C'est la démolition. De ce côté-là, nous devons dire également qu'il n'y a pas de sites constructibles parce qu'il s'agit de marécage. Je voudrais d'ailleurs appeler l'attention de nos compatriotes, les pêcheurs. Lorsqu'on leur donne un site pour qu'ils aient l'accès facile au fleuve, il ne s'agit pas d'un site sur lequel ils pensent pouvoir venir s'installer en construisant des maisons. Pas du tout. Donc même eux, ils n'ont pas à revendiquer de droits de propriété sur les sites qu'on leur accorde, qui leur facilitent simplement l'accès au fleuve pour leurs activités de pêche. Donc il n'y a personne qui aujourd'hui, en dehors du promoteur de la Cité du Fleuve, ne peut construire dans ces environs-là parce que lui, il sait quels sont les 300 hectares qu'on lui a accordés comme étant des sites constructibles et tout le reste, à peu près 800 hectares, ce sont des marécages et on ne peut pas y construire. Donc tous ceux qui se hasardent aujourd'hui à amener des matériaux de construction, qu'il s'agisse de marécages situés à l'entrée de la Cité du Fleuve ou du côté de nos amis pêcheurs, eh bien tout cela, ce sont des constructions anarchiques parce que ces sites-là ne sont pas des sites sur lesquels on peut construire et donc qui vont être voués à la démolition. Et je voudrais demander à nos compatriotes de ne pas gaspiller de l'argent, de ne pas jeter de sous dans des constructions qui n'ont aucun avenir. Excellence, vous nous édifiez bien sûr, nos téléspectateurs sont aussi acteurs de ce magazine. Aujourd'hui, il y a un téléspectateur, un étudiant de l'UNIKIN, qui veut savoir quelle est la différence entre concession ordinaire et concession perpétuelle. D'abord, il s'agit de concessions, c'est-à-dire effectivement de droits que l'État congolais, propriétaire de la terre, accorde pour
jouir de la terre. La concession perpétuelle est accordée aux Congolais, c'est-à-dire à tous nos frères et sœurs qui ont la nationalité congolaise pour des activités, par exemple, de construction de votre habitat, n'est-ce pas? Lorsque vous avez votre parcelle pour construire votre maison, vous commencez par signer un contrat d'occupation, n'est-ce pas? Une fois que vous avez mis en valeur, que vous avez construit votre maison, vous allez solliciter le certificat qui est le titre de propriété. On va vous faire signer en ce moment-là un contrat de concession perpétuelle, c'est-à-dire que ces terrains-là vous appartient à vous. Même quand vous n'y serez plus, les enfants pourront bénéficier, hériter de la maison. Et donc c'est un contrat de jouissance, d'un droit de propriété, d'un droit de jouissance de la terre qui est réservé uniquement aux Congolais et pas aux étrangers, n'est-ce pas? La concession ordinaire, justement, c'est plutôt pour les étrangers et aussi pour les sociétés, par exemple, n'est-ce pas? Vous voulez avoir un terrain sur lequel vous allez réaliser différentes activités, on ne vous donnera pas une concession perpétuelle, on va vous donner une concession ordinaire parce que vous êtes étranger ou parce que vous êtes une personne morale. Excellence, nous avons eu beaucoup de messages du Bas-Congo. Nous sommes au mois d'août. Comme tout le monde le sait, au Congo, le 1er août est dédié aux morts. Donc, j'ai eu un message dans Kikongo. Je ne sais pas le traduire. Mais... Je l'ai lu. Il s'agit de notre concitoyen de Matadi qui n'a pas pu retrouver la tombe de ses parents parce que il y a, comme à Kinshasa ici, effectivement, malheureusement, nos concitoyens qui n'ont aucun respect pour les morts et qui vont effectivement prendre des parcelles dans l'enceinte du cimetière, n'est-ce pas, et qui construisent. Je pense qu'effectivement, le cas du cimetière de Kinkanda Matadi est suffisamment connu. Comme pour tous les cimetières, il n'a pas été désaffecté. Et donc, personne ne peut aller construire quoi que ce soit. Je sais qu'il y a aussi parmi les notables, n'est-ce pas, que ce soit de la province ou de la ville de Matadi, qui ont construit là-bas. Malheureusement, je dois le dire en regardant droit la caméra pour que mes frères et sœurs de Matadi comprennent bien ce que je veux dire, toutes ces constructions-là sont vouées à la démolition. J'en ai déjà parlé avec le gouverneur de province, Jacques Mbadou. Nous allons descendre à Matadi pour effectivement d'abord une campagne de sensibilisation afin que ceux qui n'ont pas encore construit mais qui seraient tentés de le faire puissent stopper leurs ambitions, mais pour les autres, effectivement, on leur donnera le temps de pouvoir évacuer parce que ces constructions-là devront être démolies. Donc, personne ne peut... Nous disons toujours, chaque fois que nous allons enterrer nos morts, repose en paix. Mais si vous allez maintenant construire au-dessus de sa tombe, est-ce que vraiment vous êtes en train de concrétiser votre vœu que vous lui avez fait au moment où il est allé, où on l'a conduit dans sa dernière demeure, de pouvoir le laisser se reposer en paix? Non. Par respect aux morts, en principe, nous devrions ne pas poser ce genre d'actes. Vous avez vu comment est la situation à Kinshasa. Je reçois d'ailleurs des lettres de recours de certains, je ne sais pas, porte-parole, des gens qui ont construit là-bas. Non, c'est le site du cimetière. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore une tombe là que vous vous dites, le cimetière s'arrête ici, donc moi je peux construire là-bas. Il n'en est pas question qu'il s'agisse de Kinshasa, de Kinkanda Matadi, pour répondre à vos amis. C'est malheureux, la tombe de papa n'est plus visible parce que quelqu'un a peut-être construit dessus, mais nous allons démolir toutes ces constructions anarchiques. Ça ne ramènera peut-être pas à la surface la tombe des parents, mais je pense que ce sont des comportements que nous devons bannir, et dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, j'en parlerai bien avec le ministre Lambert Mende pour qu'effectivement des thèmes comme ceux du respect dû aux morts puissent effectivement figurer parmi les thèmes sur lesquels nous allons
sensibiliser la population. Excellence, on reste toujours dans le thème du cimetière. Il y a aussi des spectateurs qui nous ont envoyé des messages pour demander est-ce qu'ils peuvent acheter des terrains à la succession Lingwala. Écoutez, ces problèmes du cimetière de Kasavubu, finalement, c'est un problème qui date de longtemps. Je sais qu'à un moment, peut-être en 2001 ou 2002, la chaîne de supermarchés d'origine sud-africaine, Shoprite, s'était présentée et avait obtenu, à l'époque, du ministre de l'Urbanisme et Habitat et du ministre des Affaires foncières un contrat de concession sur 15 hectares dans ce qu'on appelle le cimetière de Kasavubu. Et à l'époque, ils avaient même déjà entouré l'espace avec des tôles parce qu'ils voulaient commencer les travaux. On a dû les stopper net parce que, le cimetière, c'est un lieu public. Donc c'est un espace qui fait partie du domaine public de l'État. S'il n'est pas désaffecté, vous ne pouvez pas faire des transactions sur un tel espace. Dans le cas, c'est vrai que ça avait été désaffecté par l'arrêté du ministre de l'Urbanisme et Habitat, et le ministre des Affaires foncières, ayant récupéré cet espace dans le domaine privé de l'État, a effectivement signé un contrat de concession avec Shoprite. Mais par respect aux morts. Et parce que les conditions pour la désaffectation n'étaient pas réunies. Et ces conditions, c'est quoi selon la loi? C'est 50 ans après l'enterrement du dernier mort sur ce site-là. Ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Donc nous avons dû dire, c'est ce qui a été fait est illégal. On ne peut pas désaffecter ces cimetières maintenant et on ne peut pas, après la désaffectation, confier cet espace à un promoteur privé. C'est comme ça que Shoprite n'a jamais pu construire là-bas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui prétendent que l'espace du cimetière, c'est 15 hectares. Or, tout l'espace qui est là, c'est 18 hectares. Donc, il y aurait 3 hectares qui ne seraient pas partie de l'espace du cimetière. Et c'est sur ces 3 hectares-là que la succession Lingwala aurait gagné un procès contre la République, lui reconnaissant le droit de jouissance sur ces 3 hectares. La première des choses que je veux dire, puisque la terre, toute la terre congolaise appartient à l'État. 3 adjectifs: exclusif, inaliénable et imprescriptible. En quelle qualité est-ce que cette succession Lingwala est allée traduire l'État congolais propriétaire en justice? Est-ce que notre justice était à mesure de recevoir l'action mue par cette succession Lingwala qui n'est pas propriétaire? Donc c'est comme si aujourd'hui je me dis, tiens, je dors le matin, je me réveille, je me dis c'est pavillon 14 de la foire, je vais décider que ça m'appartient et je vais à la justice. Voilà, le DG de la foire est en train d'occuper mon pavillon parce que de toutes les façons, depuis 69, quand la foire a été inaugurée pour la première fois, eh bien c'est moi qui ai toujours exposé dans ces pavillons-là. Est-ce que la justice doit recevoir une telle action? Je n'ai pas qualité pour porter plainte. Donc ces jugements qui sont rendus dans ces conditions-là, je regrette, mais ce sont des jugements qui
qui violent les dispositions de la loi. Je voudrais d'abord qu'on nous dise en quelle qualité. Est-ce qu'ils sont propriétaires de ces 3 hectares? Depuis quand? Quel est le titre de propriété qu'ils ont pour qu'ils se permettent d'aller en justice contre la République qui est propriétaire et aller gagner contre la République? Donc tout cela, je préfère dire à tous ces amis qui risquent de se faire escroquer, non, n'allez pas acheter des parcelles de terre. D'abord, c'est eux-mêmes qui font les lotissements là-bas, qui sont en train de faire les morcellements et tout. Ce n'est pas leur compétence non plus. Ça, c'est des compétences du ministère des Affaires foncières, de l'administration des Affaires foncières, et dans le cas ici, de la circonscription de la Funa. Ce n'est pas la circonscription de la Funa qui est en train de faire ces travaux-là. Donc, je dis à nos compatriotes, n'y allez pas, parce que tout cela, c'est du désordre, c'est de l'illégalité, et nous n'acceptons pas que on utilise la justice pour essayer de se faire octroyer des droits qu'on n'a pas. Excellence, on a aussi eu beaucoup de questions sur vos agents. Disons, c'est tout à fait normal que je pose la question. Je voudrais bien dire aux téléspectateurs que les personnes qui sont derrière vous ne sont pas des figurants, mais bel et bien votre administration foncière, dont les conservateurs de titres immobiliers, leur chef du bureau du cadastre, chef de division, chef de division du cadastre, chef de bureau aussi. C'est que les téléspectateurs veulent bien savoir, parce que quand il y a par exemple transposition des titres, tout ce que vous voulez, c'est votre administration qui fait le travail. Et quelles sanctions ils ont après avoir fait ces abus-là? Mais d'abord, je voudrais bien dire que l'administration foncière travaille sur base des dispositions de la loi foncière et des autres textes réglementaires d'application de cette loi. Et donc, tant qu'ils restent dans les cadres, qu'ils inscrivent leurs activités dans les cadres des dispositions légales et réglementaires, ils ne commettent pas de fautes. Si, pour des raisons inconnues de nous, mais peut-être par intéressement, l'un ou l'autre de nos agents viole intentionnellement les dispositions légales et réglementaires dans l'exercice de ses fonctions. La première des choses que nous faisons, effectivement, nous ouvrons ce qu'on appelle un dossier disciplinaire, une action disciplinaire. On va lui écrire pour lui demander de s'expliquer pourquoi, par exemple, il a posé tel acte qui est contraire à telle disposition de la loi foncière. On attend les explications. Il va fournir ces explications. Et nous allons examiner, sur base de ces explications à lui, de ces éléments de réponse, si effectivement il a enfreint la loi ou pas. Si c'est le cas, naturellement, on a tout un régime disciplinaire, n'est-ce pas, qui ne concerne pas uniquement les agents de l'administration des affaires foncières, mais toute la fonction publique, n'est-ce pas? Et nous recourons à ces régimes disciplinaires pour déterminer la sanction qui doit être infligée à un agent fautif. Ça peut être une suspension, ça peut être un blâme, ça peut être... Il ne faut pas non plus que les gens pensent que ce que nous devons faire, c'est d'arrêter les agents et de les envoyer en prison. Je rappelle qu'il n'y a pas dans la loi aujourd'hui une responsabilité pénale, disons, de l'administration des affaires foncières, n'est-ce pas? Il est même dit que les fautes du conservateur sont de la responsabilité de l'État. Alors, très souvent, les gens attendent, il est encore là, il a été suspendu, ou bien il n'a pas été... Non, la suspension est une sanction. Maintenant, la révocation en est une autre. Et la révocation a une autre procédure. Ce n'est pas le ministre titulaire
d'un secteur comme Bouinga aujourd'hui aux affaires foncières qui va décider de révoquer un agent. N'est-ce pas? Nous allons suivre la procédure. Donc nous allons adresser les dossiers disciplinaires avec la proposition de sanctions à notre collègue de la fonction publique, qui lui-même, en fonction du grade, parce que par exemple un chef de division ne peut pas être révoqué par le ministre, il faudra une ordonnance du président de la République. N'est-ce pas? Donc les gens ne peuvent pas penser que c'est le règne de l'impunité dans l'administration des affaires foncières ou dans l'administration, dans la fonction publique tout court. Les sanctions existent et elles relèvent d'un barème des sanctions qui est dans le régime disciplinaire des agents de la fonction publique. On les applique naturellement. Peut-être que c'est qu'eux cherchent, c'est couper la tête aux gens, mais ça, nous ne pouvons pas le faire non plus. Excellence, dans le cadre de la réforme foncière, nous sommes ici à la Foire internationale de Kinshasa. Il y a plusieurs entreprises, des ministères qui exposent. Et par curiosité, on n'a pas vu un stand du ministère des Affaires foncières. Parce qu'à ce moment-ci, ici, on a bien remarqué qu'il y a tout le monde qui vient, en famille ou des touristes. Pourquoi vous restez dans votre coin? Non, mais d'abord parce que nous sommes dans le processus de la réforme. Mais vous le savez aussi très bien, on n'est pas très avancé parce que nous sommes toujours en train de chercher les partenaires qui doivent nous appuyer, nous accompagner dans la conduite de cette réforme. Nous sommes, vous vous rappelez, c'est au mois de juin que nous avons pu enfin installer le secrétariat permanent de la réforme foncière dans ces locaux. Je suis convaincu que à la prochaine édition de la foire, nous aurons suffisamment à la fois avancé dans le processus de la réforme que nous pourrons effectivement à ce moment-là profiter de la tribune que nous offre la foire pour à la fois présenter l'état des lieux et l'état d'avancement de la réforme, mais en même temps continuer effectivement à faire cette vulgarisation que nous sommes en train de faire via l'émission Reporter, pour que effectivement ceux qui viennent à la foire, par exemple, sachent aussi, aient l'occasion de pouvoir venir écouter nos responsables parler, leur expliquer les dispositions pertinentes de la loi foncière, leur parler de la réforme foncière, et ainsi de suite. Pour le moment, nous n'étions pas à mesure de pouvoir assurer disons une présence dans un pavillon ici, parce que non seulement, comme je l'ai dit, nous sommes encore au début de la réforme, et ensuite nous sommes dans les négociations avec différents partenaires pour véritablement mettre la machine à marche. Excellence, on va terminer sur une bonne note. Bon, comme le téléspectateur chaque fois repose la même question des centaines de fois, je suis obligé de la reposer. Quelle importance accordez-vous au certificat d'enregistrement et surtout quel est son coût réel? Bien, ben, les certificats d'enregistrement, je pense que parce que c'est le seul titre légal qui témoigne de votre droit de propriété d'un immeuble. Donc son importance est tout à fait capitale. Ce n'est pas un petit papier que vous pouvez prendre et jeter là ou bien donner aux enfants. Hein, vous pouvez faire vos gazouillis là-dessus. Non, c'est un document de propriété. C'est un document qui vous permettrait, par exemple, si nous sommes dans un système où les banques accordent du crédit et tout, rien qu'en engageant votre certificat d'enregistrement, eh bien la banque peut vous accorder un crédit parce qu'il s'agit d'un document qui lui donne la garantie que si jamais vous devenez défaillant, eh bien on pourra mobiliser en fait ces certificats d'enregistrement en termes de vente de la maison pour que la banque récupère le crédit qu'il vous a donné. Donc c'est un document extrêmement important et je voudrais bien rappeler à chacun de nos concitoyens que tout celui qui a une résidence qui lui appartient,
quelles qu'en soient les dimensions. Il ne faut pas se dire, je dois d'abord avoir une maison en étage avant d'aller chercher les certificats. Ou bien je dois avoir une maison de 50 mètres sur, je ne sais pas quoi. Non, non, non. Même ma petite maison de 5 mètres sur 10 que j'ai implantée dans ma parcelle et où j'habite, eh bien, il faut sécuriser ça. Il faut avoir un certificat d'enregistrement. Donc, c'est le seul titre légal, donc reconnu, qui atteste de votre droit de propriété sur votre résidence, votre immeuble ou résidence, et ainsi de suite. Maintenant, le coût, je le répète, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un coût fixé, soit par la loi, soit par un acte réglementaire en ce qui concerne le certificat lui-même. Il y a des frais qui sont fixés et qui y a dans l'arrêté interministériel Affaires foncières, ministère des Finances, qui décrivent ce que tout requérant doit pouvoir payer pour que l'administration des affaires foncières lui délivre en fin de parcours, si vous voulez, le certificat d'enregistrement. Mais je pense effectivement que ce n'est pas une situation éternelle, n'est-ce pas? Je suis en train d'étudier avec les services, parce qu'il s'agit bien, surtout dans le cadre de la réforme, nous allons émettre, je pense à partir du mois de janvier de l'année prochaine, un certificat d'enregistrement qui soit un titre sécurisé. Et sécurisé doublement. Au niveau d'abord des informations qui vont être enregistrées dans une banque de données informatiques. Les informations qui seront enregistrées là-bas seront des informations inaltérables. Ça veut dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, où des agents en complicité avec des spoliateurs peuvent aller dans le dossier de base, retirer des papiers ou changer les mentions, eh bien ça ne se fera pas. Parce que nous allons avoir un système informatique qui est tout à fait sécurisé et où l'entrée dans la base de données est signalée à tout le monde. C'est à telle heure, c'est le chef de division du cadastre, Moussouele, qui a envoyé tels éléments. Et donc nous pouvons savoir à tout moment qui, par exemple, essaye d'introduire des éléments nouveaux dans la base de données. Donc ça, c'est une première chose. Sécurisation des informations dans la banque des données, qui est une banque de données électronique, informatisée. Deuxièmement, maintenant, le titre lui-même. Il doit cesser d'être le papier qu'on a aujourd'hui, qu'on peut aller faire même au coin de la rue. Il suffit d'avoir nos machines Olivetti et puis... Non, nous allons avoir un titre qui sera sécurisé parce que non seulement il comportera les données biométriques de chaque propriétaire, mais il y aura également de puces, n'est-ce pas? Un peu comme on l'a sur la carte d'électeur, mais en plus, nous aurons une sorte de carte bancaire, comme une carte bancaire, n'est-ce pas, qui reproduit toutes les informations du certificat et qui permettra que, justement, vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec votre papier, votre titre de certificat, par exemple, quand vous allez négocier avec la banque, votre carte, là, suffira pour vous présenter auprès de la banque et à partir de rayon laser ou ultraviolet, on peut retracer tous les renseignements qu'il y a sur cette carte et qui sont les mêmes que pour votre certificat. Donc, ça va coûter la production de ces certificats sécurisés, à la fois parce qu'il faut implanter tout un réseau informatique pour cela, dans toutes nos administrations, plus ces imprimeries, je veux dire, imprimeries spécifiques qui produisent ce genre de documents, eh bien, il faut un investissement important. Donc, nous allons proposer effectivement qu'on attache désormais un coût au certificat lui-même. Aujourd'hui, il n'a aucun coût parce que c'est simplement le frais
techniques et administratifs qui sont payés. Mais demain, avec la production des certificats d'enregistrement sécurisés, nous allons solliciter un acte réglementaire, probablement un décret de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour fixer un coût au certificat. Et une fois qu'il aura été fixé, évidemment, il sera publié et porté à la connaissance de tous nos concitoyens. Excellence, merci beaucoup. Voilà. Et oui, comme je vous le dis souvent, le bonne chose ne dure jamais. Reportage terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier toute l'administration foncière qui se trouve derrière le ministre et qui l'accompagne dans cette mission. Charmant Lelo était à l'image de ce magazine. Jean-C Mayel l'a réalisé pour ce jour. Je tiens à remercier tous les héros dans l'ombre. Karel Devokolo, Sonny Kiabomba, Henri Alimassi, Ibrahim Tsakalanoso, à qui je souhaite une bonne guérison, Robert Ndaïchi Sensei, Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. On se retrouve la semaine prochaine, la même chaîne, la même heure. Au revoir.